Mahaman Tidjani Alou, de 55 ans. J'ai une formation initiale en droit et en sociologie. Je suis spécialisé par la suite en relations internationales. Enfin, j'ai prolongé mon parcours académique sur les questions de recherche en sciences politiques, principalement orienté sur l'État, la coopération internationale, les élites politiques et bien d'autres sujets. Au plan professionnel, j'ai d'abord exercé un métier de diplomate. J'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères de la République du Niger pendant 14 ans, avant de me réorienter particulièrement vers la recherche scientifique et vers l'enseignement. Donc aujourd'hui, je suis professeur de sciences politiques. J'exerce depuis 5 ans les fonctions de doyen de la faculté de sciences économiques et juridiques. J'ai préalablement fondé avec d'autres le LASDEL, le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, que j'ai dirigé au cours de ces 6 premières années. J'enseigne principalement la science politique, l'histoire du droit et l'histoire des institutions, ici à l'université de Niamey. Dans les universités africaines et européennes, mes enseignements concernent aussi bien les questions de méthodologie, de sciences politiques, d'histoire ou d'anthropologie, sur des sujets extrêmement variés. Voilà. Disons, mon doctorat a porté sur les politiques de formation en Afrique de l'Ouest, école, État et société au Niger. En fait, qu'il s'agisse de la HDR ou du doctorat, j'ai toujours essayé de répondre aux mêmes questions. J'appartiens à une génération qui a été formée autour de l'idée qu'il n'y a pas d'État en Afrique. Pour moi, dire qu'il n'y a pas d'État en Afrique, c'est orienter le regard sur les élites politiques et leur comportement. Et j'ai essayé dans ma thèse de doctorat de montrer qu'il y a l'État. Mais il faut orienter le regard vers les politiques publiques. Et j'ai pris l'exemple de l'école que j'ai exploré sur une centaine d'années dans ses liens avec la formation de l'État. Au fond, l'une de mes idées était de dire que l'école est portée par l'État et donc l'école c'est l'État. Et la diffusion de l'école est une diffusion de l'État. Et qu'une des façons de dire que l'État existe, c'est de voir simplement l'école exister, se développer, former. Et c'était ma préoccupation. J'ai essayé dans la même veine d'explorer la production des élites politiques et la production des cadres administratifs. Toujours avec ce même souci de montrer que l'État existe bel et bien. Les chercheurs qui disent qu'il n'existe pas ont surtout exploré des espaces qui ne sont pas de sites de production étatique. Pour moi, ils ont orienté le regard vers les élites et leur comportement. Et ils sont vite allés en besogne. Quelque part, leur vision est assez limitée. Et tout au long de mes recherches postdoctorales qui m'ont conduit vers la production d'une habilitation à diriger les recherches, j'ai continué à explorer les mêmes choses, à montrer qu'il y a un État, à montrer son fonctionnement, à montrer ses hiérarchies,
à montrer ses liens à la société et à l'explorer dans d'autres secteurs. Par exemple, j'ai essayé d'explorer le secteur de la santé pour montrer les liens qui existent entre l'administration publique et les projets de développement sanitaire. J'ai essayé de montrer que l'État existe dans la coopération internationale. J'ai montré les liens de l'État avec les dynamiques associatives qu'on observe aujourd'hui. J'ai observé, au fond, comment l'État fonctionne au concret. Comment agit-il? C'est pour ça que j'ai considéré que c'est une quête. Elle n'est pas achevée. J'ai essayé, à travers l'exploration de sites très variés, de montrer, oui, on peut dire que l'État existe. Et on peut montrer ces sites de développement. On peut bien mettre en évidence comment ils fonctionnent. Ces liens avec les usagers. En fait, ces liens avec ces usagers, c'est ça qui m'a amené à introduire la problématique de la corruption. Qui m'a amené à explorer là encore des terrains d'État extrêmement variés comme les corps de contrôle, la douane, la justice, etc. J'ai étudié par exemple le secteur de l'eau. Là aussi, opérant du même souci. Toute cette dynamique de production du secteur hydraulique moderne a été portée par l'État. Pour peu, comme je le dis, qu'on puisse l'observer dans sa dynamique réelle. Donc, je pense que c'est des problèmes différents. Des problèmes différents parce que le parti unique, au fond, était fondé sur l'idée que l'Afrique est plurielle et qu'elle a mal vécu son expérience multipartisane pendant la période coloniale. Et la plupart des partis qui ont accédé au pouvoir après l'indépendance ont estimé qu'ils avaient besoin d'unicité d'action pour conduire leur politique de développement. Ils ont considéré que le multipartisme était porteur de division, de déperdition d'énergie, et qu'au fond, un parti unique qui rassemblerait toutes les parties prenantes de la société serait plus efficace pour conduire les actions de développement. Et c'est une idéologie qui a largement fonctionné, parce que un peu partout, dans le meilleur des cas, comme le Sénégal, on a eu affaire à des partis dominants. C'est-à-dire que le système a fonctionné comme un système multipartite, mais avec des petits partis qui n'avaient aucune chance d'accéder au pouvoir. Dans les autres, les partis uniques ont supplanté tous les autres partis. Ou plutôt, les partis qui ont gagné ont supplanté tous les autres partis et qui se sont institués en parti unique. Disons, ça a fonctionné jusqu'au coup d'État, jusqu'à la période des coups d'État. Quant aux les malentendus avec les universitaires, c'est quand même une question assez controversée. Parce que de façon générale, les universitaires ont contribué à l'exercice du pouvoir. Il y a eu des universitaires dans la gestion du pouvoir. Quand vous prenez le cas du RDA, on a eu des universitaires qui ont, dès les années 60, intégré les gouvernements. Probablement le plus emblématique d'entre eux est entré au gouvernement au début des années 70. Il s'agissait de Ndi Kodang Kulodo, qui était professeur de chimie. Et je pense que un peu partout, c'est vrai que les universitaires ont exprimé souvent des réticences à s'associer au pouvoir en place, mais c'est probablement lié à des questions idéologiques, à des questions de choix, à des questions d'orientation, mais on ne peut pas imputer cela
qu'aux partis uniques. Les partis uniques ont fonctionné avec des universitaires, pas avec tous les universitaires. Par la suite, les régimes militaires se sont totalement appuyés sur des universitaires pour gouverner, qui les ont alimentés à divers niveaux. Non, je ne pense pas qu'on puisse poser le problème de la sorte. C'est clair que dans nos pays, il faut reconnaître d'ailleurs que la question du pouvoir a été omniprésente et les universitaires ont massivement participé à son exercice au niveau politique. Alors, l'enseignement supérieur en Afrique, c'est un phénomène récent. J'en parlerai plus spécialement en Afrique de l'Ouest francophone. Il faut savoir que jusqu'en 1945, les Africains n'avaient pas accès à l'université. Sauf s'ils étaient citoyens français. En fait, jusqu'en 1945, dans les colonies françaises, ont évolué deux systèmes d'enseignement. Un système d'enseignement du type métropolitain, qui comportait un enseignement primaire, un enseignement secondaire, un enseignement universitaire, et puis celui qui a été mis en place spécialement par les Africains, qui était fondé sur des écoles de village, des écoles régionales, des écoles primaires supérieures et des ouvertures qui sont faites après l'école primaire supérieure vers les écoles dites du gouvernement général, donc qui concernaient toutes les colonies de la OF. L'exemple emblématique, c'est l'école William-Ponty. Après 1945, vous savez, dans le cadre de l'Union française, disons, l'enseignement de type africain conçu par les Africains disparaît. Et les Africains accèdent enfin à l'enseignement classique qui était dispensé en métropole, orienté autour de l'enseignement primaire, enseignement secondaire et enseignement universitaire. C'est dans ce sens que les collèges modernes ont été mis en place un peu partout. En Afrique de l'Ouest francophone, la première structure universitaire à être mise en place était une académie où avait été affecté le recteur Capel, qui avait pour mission de l'organiser. Le recteur Capel avait échoué. Il avait abouti tout au plus à la mise en place en 1950 d'un institut de hautes études qu'il avait installé à Dakar et qui pouvait enseigner jusqu'au bac+2 en lettres, en sciences. En tout cas, l'ouverture était faite pour les Africains de continuer leurs études dans les universités métropolitaines. Il faut attendre 1957 pour voir la naissance de l'université de Dakar, par le même recteur Capel qui est revenu à son poste. Donc, la première université en AOF, c'est l'université de Dakar. Elle a été mise en place en 1957. Par la suite, des centres d'enseignement supérieur l'épauleront un peu partout. À Abidjan, puis dans la plupart des capitales des nouveaux pays devenus indépendants en 60. Dans les années 70, l'université de Dakar, puis celle d'Abidjan, finalement décide de ne plus recevoir massivement les étudiants des autres pays en raison des grèves répétées dont le paroxysme a été atteint à partir de 1968, des crises bien connues. Et on verra à partir des années 70 partout naître des universités nationales. L'université de Niamey a été créée en 1973. Avant elle, en 1971, il y a eu un centre d'enseignement supérieur qui l'a précédé. L'université est née en 1973 et depuis 1973, elle vit. On assiste aujourd'hui à la démultiplication des universités dans les pays africains. Nous n'avons pas une seule université nationale. Un peu partout, les universités
se multiplient. La plupart des pays se trouvent dotés de 4-5 universités publiques. Au Niger, aujourd'hui, nous sommes à 8 universités. Et il faut ajouter à cela, toujours dans cette aventure de l'enseignement supérieur, le développement de l'enseignement supérieur privé. L'enseignement supérieur privé s'est développé massivement et concourt à la formation des étudiants des pays africains. Et je pense que c'est une donne. Aujourd'hui, on peut dire qu'on dispose d'un enseignement supérieur public et d'un enseignement supérieur privé. Évidemment, l'enseignement supérieur public reste prévalent. Le plus souvent, il est de meilleure qualité. Le plus souvent, il attire le plus d'étudiants. Mais l'enseignement privé se développe aussi à des rythmes extrêmement rapides. En ce qui concerne le CAMES, vous le savez, le CAMES a été créé à Niamey. Si ma mémoire est bonne, en 1968. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. C'était un programme qui, au départ, était assez discret et qui, aujourd'hui, a pris de l'ampleur. Le CAMES est installé à Ouagadougou et son ambition première est de contribuer au développement de l'enseignement supérieur dans ces pays membres. Et je pense que il a plusieurs programmes. Les programmes les plus connus, c'est les conseils techniques spécialisés qui évaluent les enseignants. Toujours parmi ces programmes les plus connus, il y a le concours d'agrégation. Qu'il s'agisse de concours d'agrégation de médecine, pharmacie, du concours d'agrégation de sciences politiques et juridiques, des sciences économiques et de gestion, qui se tiennent régulièrement maintenant et qui font quelque part la réputation du CAMES. Elle a d'autres programmes, tous aussi importants, mais peut-être beaucoup moins visibles. En tout cas, son ambition est de créer un cadre africain francophone de l'enseignement supérieur, en créant un système d'évaluation unique. C'est ça, l'ambition première. Aujourd'hui, pour être plus concret, les enseignants des universités membres du CAMES ne sont pas évalués au sein de leur pays. Certains pays ont des systèmes d'évaluation interne, mais de façon générale, quand vous êtes membre du CAMES, vous acceptez que vos enseignants soient évalués dans leur passage en grade par les structures mises en place par le CAMES. Ce qui fait que, dans l'espace CAMES, c'est le même système d'évaluation qui fait évoluer les étudiants et qui fait évoluer les enseignants dans leur carrière. Et je pense qu'en soi, c'est méritoire. Et je pense que c'est l'un probablement des succès les plus forts du CAMES. Au plan institutionnel, le CAMES quand même a une institution qui s'appelle le CCG, qui est le Conseil consultatif général, qui rassemble les recteurs des pays membres de façon régulière et qui discutent des problèmes de leurs universités, qui prennent des décisions pour leur développement, de façon à créer un espace d'enseignement supérieur harmonisé, fonctionnant et surtout l'intégrant au processus de mondialisation pour que l'Afrique participe de façon assez valable à ces processus mondiaux où l'enseignement supérieur et la recherche jouent un rôle indiscutable. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, la diplomatie occupe un rôle important. Mais il faut aussi reconnaître que avec tous ces processus de mondialisation, la diplomatie s'est profondément transformée. Elle n'est plus portée par les diplomates uniquement. Elle est portée par tout un ensemble de structures extrêmement variées. Bien que l'État soit un acteur prévalent, il existe beaucoup d'autres acteurs spécialisés qui concourent à la mise en place de ces relations entre les États de par le monde.
malgré tout, comme je le disais, nous sommes restés dans une diplomatie qui reste interétatique. Il est vrai qu'elle a généré de grosses organisations internationales qui ont des vies autonomes. Il est vrai aussi que les acteurs privés, comme les multinationales, jouent un rôle essentiel dans ce processus. On a vu aussi apparaître les acteurs non étatiques, les acteurs non gouvernementaux, qui continuent de jouer un rôle important dans la diplomatie. Je pense qu'un pays comme le Niger, l'un de ses enjeux, c'est déjà d'avoir une diplomatie active. Et je peux considérer que la diplomatie nigérienne a profondément changé au cours de ces 30 dernières années. C'est vrai qu'elle a été active dans les années 60 et 70 et même 80. Souvenez-vous quand même que le Niger a eu ses ressortissants qui ont occupé des fonctions éminentes à l'échelle internationale. Issouf Seydou Zarmoko était dans le secrétariat de l'ONU. Il était dans le service des tutelles où il occupait un rôle important, et cela jusqu'à sa retraite. Ne perdez pas de vue que Hamid Al-Gabit a dirigé l'OCI, Ide Oumarou a dirigé l'Organisation de l'Unité africaine, Brahma Man a dirigé le SILS, Chefou Ahmadou était à l'OACI, Ubandawaki était à la SECNA. On peut multiplier des éléments de succès de cette diplomatie. C'est clair qu'elle aurait pu faire mieux, mais quand même, elle n'a pas été une diplomatie inactive. La plupart des présidents nigériens sont reconnus quand même comme des présidents hyper actifs dans leur diplomatie. Souvenez-vous de l'image de Djori, souvenez-vous de l'image de Kounché, et souvenez-vous de l'image du président actuel dans les rôles qu'il joue sur de très nombreux théâtres, notamment à l'échelle africaine et européenne, pour tous ceux qui touchent à ces questions de sécurité. Je pense que la diplomatie nigérienne, elle a besoin d'exister dans ces cadres compétents. Elle a donc à construire un corps diplomatique compétent et étoffé. Je pense aussi que après cela, elle a besoin de conduire une politique étrangère visible qui permette au pays de bénéficier d'une certaine visibilité à l'échelle internationale. Je pense que c'est important. Sinon, la constante de la diplomatie nigérienne depuis que le Niger existe, c'est comment utiliser la diplomatie pour trouver des ressources additionnelles qui permettent au Niger de financer son développement. Comment faire exister le Niger dans son identité, dans ce monde qui bouge rapidement et dans ce monde qui est marqué par une forte diversité. Comment faire de la diplomatie un instrument de paix entre le Niger et ses voisins, entre le Niger et les autres parties du monde. En tout cas, je pense que ce sont des constantes qu'on peut dessiner dans la diplomatie. Évidemment, chaque gouvernement vient avec sa touche, traite les problèmes auxquels il est confronté avec sa touche particulière. Mais dans l'ensemble, le Niger, c'est quand même un pays qui a toujours joué un rôle diplomatique visible malgré la modicité de ses moyens. Bon, le Niger a toujours, il me semble, quand on regarde tout cela, le Niger a toujours entretenu les meilleurs liens avec ses voisins. Il s'agisse du Nigeria, de l'Algérie, de la Libye. C'est vrai que d'un dirigeant à l'autre, nos rapports avec la Libye sont plus ou moins
tumultueux. On a eu aussi des épisodes difficiles avec l'Algérie en raison de la rébellion, mais l'Algérie a joué un rôle important dans la résolution du conflit avec les rebelles Touaregs. Mais je pense que de façon générale, la diplomatie du Niger est une diplomatie de bon voisinage. Le Niger fait des efforts pour avoir les meilleures relations possibles avec ses voisins, pour plusieurs raisons. Je pense que parmi les raisons importantes, c'est que c'est un pays enclavé, donc qui dépend pour son approvisionnement en produits importés d'un certain nombre de ses voisins qui ont un accès plus facile à la mer. Il y a aussi le fait tout court qu'il a des relations particulières avec tel ou tel de ses voisins, mais cela est lié à l'histoire. Mais ce qu'on peut retenir de façon générale, c'est que le Niger avec ses voisins, je crois qu'il y a une continuité qui est réelle, que ce sont des relations qui sont fondées sur ce que notre diplomatie appelle le bon voisinage. Elle est fondée sur une quête de coopération constante. Vous voyez, avec le Nigeria, le Niger a une commission mixte permanente. C'est assez rare. Il ne s'agit pas de l'Union, mais c'est une organisation internationale qui est uniquement chargée de gérer la coopération entre les deux pays. Vous voyez, avec l'Algérie, il y a des liens extrêmement poussés, notamment au plan technique dans la formation des hommes. Je pense que c'est un aspect important qu'il faut souligner. Et les pays limitrophes de l'Algérie, les régions nigériennes limitrophes de l'Algérie, bénéficient de toutes les capacités productives de ce pays sur beaucoup de plans. Et donc je pense que on ne peut pas souligner, pour ce qui concerne le Niger, de problèmes assez graves avec ses voisins. Ce qu'on peut observer d'ailleurs plus récemment, c'est la volonté du Niger à pacifier ses liens avec ses voisins. Vous avez vu que le conflit de l'île de l'Été est quand même passé par la CIJ qui l'a définitivement résolu. Il en est de même pour les contentieux de frontières que le Niger avait avec le Burkina Faso. Aujourd'hui, on peut estimer qu'on a des limites clairement tracées. On dispose d'un arrêt de la Cour qui désormais fait office de loi pour les deux pays. Donc, je dirais que le Niger, dans ce sens, est un pays de paix. C'est un pays... Bon, évidemment, aujourd'hui, parmi les problèmes qui se posent, il y a ces problèmes de migration, où il est considéré comme un pays de passage vers l'Europe. Bon, ça, c'est un autre sujet. Moi, je dirais pas qu'ils demeurent des arbitres, mais je dis qu'ils se veulent des arbitres. Ils se veulent des arbitres, parce que quand même, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils interrompent des processus démocratiques. Quand ils estiment, eux, que les processus ne se conduisent pas, disons, dans des cadres normaux. C'est vrai que quand on observe le Niger, son processus démocratique a été régulièrement interrompu par des coups d'État militaires. Bon, les coups d'État militaires, c'est toujours compliqué à analyser. Est-ce le fait de militaires? Est-ce le fait de civils? Est-ce que le fait d'une collusion entre les deux? C'est toujours des questions qui sont ouvertes. Et c'est toujours des questions qui sont opaques. Même surtout quand les coups réussissent. Comme c'est le cas du Niger. Maintenant, c'est vrai que l'armée est en train de devenir, dans un pays comme le Niger, une composante importante qui est intervenue régulièrement dans la vie politique. Toujours à des moments critiques. Toujours à des moments critiques qui font paraître cette dernière comme
un arbitre qui est là pour contrôler le jeu. Je pense qu'elle intervient souvent pour redistribuer les cartes. Or, un arbitre ne redistribue pas les cartes. L'arbitre, il est gardien du jeu, il fixe les règles de jeu. Ce n'est pas le cas de l'armée nigérienne. L'armée nigérienne intervient souvent quand il y a des périodes critiques et elle redistribue les cartes. Du coup, ça donne à notre processus démocratique une image, je dirais, assez particulière, puisque l'armée elle-même ne remet pas en cause le processus. Souvent dans son discours, elle veut le rectifier. Elle veut lui donner des bases plus solides. Moi, je pense que ce que ça évoque pour moi je dis toujours, au Niger, l'idée démocratique s'est largement développée. Elle donne même parfois les apparences de l'irréversibilité. Mais le Niger cherche toujours ses institutions au regard de l'instabilité constitutionnelle qu'il a connue. Entre 1990 et maintenant, c'est quand même 6 constitutions que le Niger a expérimentées. Il est à sa 7e constitution. Et chaque fois, les nouvelles constitutions interviennent après des coups d'État militaires. La démocratie évolue, mais la quête institutionnelle reste ouverte. On a l'impression que jusqu'à présent, le Niger cherche les institutions stables qui vont donner à sa démocratie toute sa dimension. Et je crois que, il faut espérer que la 7e République durera. Il faut espérer que la 7e République permettra au Niger d'asseoir des institutions solides et durables pour l'avenir et qu'elles lui permettront de pacifier sa vie politique et de s'engager résolument vers la voie du développement. Bon, vous savez, c'est un sujet très compliqué. L'un des problèmes de la corruption, c'est que elle éloigne le fonctionnement de l'État de ses normes officielles. Elle introduit l'informalité dans son fonctionnement. Elle invite à le contourner. Elle dévoie ses agents. Elle crée des ruptures d'égalité. Elle crée des ruptures dans l'égalité des citoyens devant la loi. Elle fausse les règles de la concurrence. En somme, la corruption dégrade les institutions publiques. Elle met le fonctionnement de l'État dans des dynamiques autres. Qui lui sont préjudiciables. Et je crois que dans la plupart de nos États, elle constitue une espèce de frein qui empêche l'émergence d'un État fonctionnel, d'un État qui fonctionne dans les règles de l'art et qui sert de base, qui sert d'acteur central pour le développement du pays. Le secteur privé, évidemment, est un acteur important en raison des relations multiformes qu'il entretient avec l'État. C'est clair que notre secteur privé est marqué par l'informalité. C'est le secteur informel qui occupe une place importante où nécessairement les entreprises n'évoluent pas dans le formel, où les contournements de règles de l'État sont devenus la règle. Et cela, je pense, est un facteur qui détourne l'État de ses fonctions, est un facteur qui entraîne les fonctionnaires ou dans des secteurs privés à leur propre compte,
où ils se mettent au service d'hommes qui payent le mieux et le plus. Et je pense que la perspective durable est celle d'une disparition à terme de l'État. Et ça, je pense que c'est ça le sujet critique quand on parle de corruption. C'est l'État qui disparaît au profit de forces privées. C'est l'État qui disparaît au profit des forces de l'argent. Et je pense que ça nous fait nous poser beaucoup de questions sur l'avenir des institutions étatiques dans nos pays, dès lors qu'on aborde le sujet de cette façon. C'est compliqué votre question parce que la chefferie, il faut retenir que c'est la plus vieille institution de l'État. C'est-à-dire, le colonisateur, au début du XXe siècle, a d'abord eu affaire à la chefferie avant de mettre en place ses structures propres. Donc la chefferie est une très vieille institution dans la structure administrative du Niger. Ça, c'est un élément important, il faut retenir. Deuxièmement, la structure et la chefferie a toujours été l'allié des pouvoirs en place. C'est une structure qui a évolué avec les pouvoirs qui se sont succédés à la tête de l'État. Ceux-ci la réorganisent parfois pour mieux l'emboîter à ses besoins, mais elle est restée de façon constante un allié des pouvoirs en place. Il peut arriver que tel ou tel chef ait des désaccords ouverts avec les structures de l'État, avec les tenants du pouvoir. Le plus souvent, il est changé et remplacé par d'autres chefs qui sont plus à même de soutenir de façon plus ouverte l'action de l'État. Au Niger, quand on réfléchit sur la chefferie aujourd'hui, ce qui marque, c'est que c'est une institution qui doit être neutre. Ça, c'est la loi qui le dit. Elle ne doit pas se mêler de politique. Officiellement, donc, au Niger, depuis que nous avons enclenché notre processus démocratique, la chefferie est une institution neutre. Elle ne doit pas faire de la politique. Elle ne doit pas avoir le camp. On dit souvent qu'elle est le creuset de nos valeurs culturelles du passé. C'est elle qui permet de voir comment nos valeurs ancestrales continuent d'évoluer dans ce monde qui change avec la rapidité que l'on connaît. Évidemment, elle est aussi soupçonnée. Bien que neutre officiellement, elle fait l'objet de beaucoup de critiques quant à sa neutralité. Et on a des éléments pour accréditer ce type de thèse. Quand on parle des liens, du rôle joué par la chefferie à l'indépendance, au moment de l'indépendance, on pense aussi, par exemple, au rôle joué par la chefferie pendant le Tazartier. Il y a toujours des périodes critiques où la chefferie prend une position politique qui a tendance à la classer aux côtés du pouvoir de façon ouverte. Vous voyez? Donc, au Niger, il y a cette ambiguïté. Je pense qu'il faut la mettre comme ça. C'est une ambiguïté quant au positionnement de la chefferie qui officiellement doit être neutre, mais qui, dans les faits, sollicite des arrangements, sollicite des relations de collusion multiples qui font d'elle un allié du pouvoir. Il n'y a pas d'institution précoloniale unique. L'espace qui correspond au Niger actuel n'est pas un espace unifié au plan politique avant la colonisation. Oui. C'est un espace qui était
occupé par une pluralité d'entités politiques, plus ou moins indépendantes, entretenant des liens multiformes, et donc vous n'avez pas un Niger précolonial. Vous avez un espace nigérien précolonial occupé par un ensemble d'entités. Alors, quand on parle d'institutions précoloniales, cela suppose qu'il en existe une, unifiée, transposable. Or, ce n'est pas le cas. Et je pense que le plus souvent, les États précoloniaux qui sont mis en avant sont des États qui, au moment de la pénétration coloniale, n'existaient plus depuis longtemps. Quand vous prenez Agadez, son apogée reste quand même le 15e siècle. Il a vécu les siècles après, probablement jusqu'à la fin du 17e. Je pense que alors, quand vous parlez de transposition, lesquelles institutions il faut transposer? Celles du 15e, du 16e? Quand vous prenez le Damagaram, c'est surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ici, là encore, nous sommes dans l'espace des présupposés. On a toujours l'impression que le Niger est un ensemble d'ethnies. Or, ce qui caractérise le Niger par rapport aux pays de la sous-région, c'est que le Niger a été établi sur un espace d'échange et de mélange extrêmement fort. Les populations du Niger se sont brassées entre elles depuis fort longtemps. Elles entretiennent des échanges multiformes qui sont économiques, politiques, matrimoniaux, et qui font que il est extrêmement difficile d'établir sur un espace déterminé une ethnie déterminée, si tant est qu'on peut appliquer cette notion-là dans l'espace nigérien. Par ailleurs, par la politique, parce que la première réforme administrative du Niger date de 1904 et de 1964, quand vous le verrez, vous verrez que toutes les entités administratives du Niger rassemblent, sinon toutes, en tout cas plusieurs communautés ethniques qui se brassent entre elles toutes. De fait, les entités qui se créent par le biais de la décentralisation ne sont pas des entités ethniques en tant que telles. La décentralisation, c'est pas un assemblage d'entités ethniques qui se sont mises ensemble pour s'auto-gouverner. La décentralisation, c'est l'État qui décide de se réorganiser. En créant de nouvelles collectivités territoriales. C'est l'État qui crée ces collectivités territoriales. C'est lui qui redessine son territoire. Et ensuite, en leur donnant les pouvoirs qu'il décide de leur donner pour qu'elles exercent leur décentralisation. Et je pense qu'il faut simplement revenir à la définition de la décentralisation pour savoir que ce n'est pas un facteur de division. Au contraire, c'est une politique qui est destinée à ramener l'administration auprès de l'administré. C'est une politique qui est destinée à faire en sorte que ceux qui gouvernent à l'échelle locale soient choisis à l'échelle locale. C'est une politique qui est destinée à ramener les services publics au niveau de l'usager. On n'a pas besoin de faire de grosses distances pour avoir un acte de naissance, étant donné que vous avez une collectivité territoriale mise en place par l'État qui vous la donne. Qui vous donne cet acte-là. Vous voyez? Donc, moi, j'ai pas du tout d'inquiétude
par rapport à ces idées de division et d'éclatement. Parce que pour moi, la décentralisation, c'est l'État qui fait sa politique. Et c'est l'État qui organise. C'est lui qui délègue les compétences qu'il choisit de déléguer. Et je pense que ce qu'il faut plutôt stigmatiser ou fustiger, c'est l'idée que les communes n'ont pas le même poids, qu'elles n'ont pas la même force, qu'elles n'ont pas les mêmes ressources. Moi, je pense que c'est ça, et même à ce niveau, il existe des systèmes de péréquation qui ont été mis en place pour permettre d'équilibrer au nom de l'équité, au nom de l'appartenance au même État, les choses. Pour que les communes les moins nanties bénéficient des ressources des autres. Je crois que ce sont des aspects importants qu'il ne faut pas oublier. Moi, je pense que ce discours-là, c'est un discours qui est tenu par ceux qui étaient contre la décentralisation au départ. Bon, il y a toujours une espèce d'idéologie jacobine héritée de l'État français qui est réappropriée par nos élites et qui est diffusée alors que la décentralisation est une révolution administrative. Elle concerne l'administration. Vous savez, elle ne fonctionne pas correctement parce qu'elle a beaucoup de problèmes. Elle a beaucoup de problèmes parce que les élus doivent apprendre à gérer des collectivités qu'ils ne connaissent pas. Les élus doivent mettre en place des administrations qui n'existent pas. Les élus doivent collecter des ressources qui ne sont pas facilement accessibles. Elles doivent faire fonctionner de nouvelles entités sans souvent avoir les compétences requises. Et donc, effectivement, la décentralisation pose des problèmes. Mais les problèmes dans les communes ne sont pas du même ordre. Vous avez plusieurs formes de communes. Il y a des communes qui n'ont aucun problème de fonctionnement. Ce sont les communes urbaines. En général, elles fonctionnent. Les communes dont on déplore le fonctionnement sont les communes qui n'ont pas d'administration, qui n'ont pas de bâtiments, qui n'ont pas de ressources, etc. C'est elles dont on déplore le fonctionnement. Mais vous avez des communes qui gagnent beaucoup d'argent. Vous prenez pas loin ici. Vous avez une commune comme la commune de Liboré, qui a la Soraz, qui a Soreil, la Sonidep sur son territoire et qui encaisse chaque année plusieurs centaines de millions d'impôts qu'elle réinvestit dans la commune. Donc, qui n'a pas de problème de fonctionnement. Les clivages partisans ne sont même pas visibles. Donc, il faut nuancer le discours. Il y a des communes qui fonctionnent. Il y a d'autres qui fonctionnent moins bien. Il y a d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Mais c'est une dynamique. Je pense que c'est une dynamique. On ne peut pas espérer, dans un pays sous-administré, dans un pays sous-encadré, dans un pays qui a vécu des pouvoirs autoritaires pendant la colonisation, pendant le parti unique, pendant le régime militaire, et qui découvre la décentralisation et que les choses fonctionnent. Du coup, c'est nécessairement un processus. Mais c'est un processus qui doit être piloté. C'est un processus qui doit être conduit par des acteurs conscients des enjeux de la décentralisation. Et ça, c'est tous les problèmes, c'est cela tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Parce que, jusqu'à présent, la décentralisation, ces enjeux sont politiques. C'est qui va gagner, c'est quel parti va gérer quelle commune. Le problème de la décentralisation aujourd'hui n'est pas de délivrer des services publics de qualité à l'échelle locale. Le problème, c'est de contrôler la commune. C'est ça l'enjeu des partis. Les partis veulent avoir le maximum de communes à contrôler, probablement en vue des élections générales.
Mais bon, dans un contexte de politique multipartite, ce sont des ambitions légitimes. Ce qu'il faut espérer, c'est que ce ne soient pas les seules ambitions qui motivent les partis politiques. Ce qu'il faut espérer, c'est que les ambitions des partis politiques soient de plus en plus orientées vers le meilleur service qu'ils sont à même de rendre aux citoyens des collectivités qu'ils dirigent. Je pense que le gros sujet, c'est que les appareils judiciaires en Afrique ont été pendant longtemps des appareils de répression. C'est ça, hein? Comme on dit en Hausa, hukumomin cire hukumci. Je pense que les enjeux actuels, c'est que la justice est rendue au nom du peuple. On ne réprime pas pour un pouvoir. On réprime pour le respect des lois, qui sont en principe établies démocratiquement. Et du coup, les questions qui se posent sont celui de l'accès à la justice. Est-ce que tout le monde a accès à la justice? Est-ce que cette justice à laquelle on accède est indépendante? Est-ce qu'elle est indépendante du pouvoir politique et qu'elle rend ses justices? Est-ce qu'elle rend justice conformément aux lois qui gouvernent la République? Est-ce qu'elle protège? Est-ce que c'est une justice qui protège? Je pense que ce sont des questions importantes. Si vous n'avez pas accès à la justice, il n'y a pas de justice pour vous. Oui. Est-ce qu'elle est indépendante? Quand vous avez une justice qui obéit à la politique, à l'argent ou à l'environnement social, vous n'avez pas de justice. Elle n'est pas équitable. Et quand vous avez une justice qui dans son fonctionnement développe des politiques iniques, c'est un problème. Si vous avez une justice qui ne vous protège pas, ça veut dire que vous avez des problèmes. Vous allez à la justice, vous n'êtes pas sûr d'être protégé. Au contraire, elle vous fait peur. Au contraire, vous savez que si vous y allez, vous risquez de tout perdre. Vous n'avez pas de justice. Et pour moi, c'est ça les enjeux. C'est ça les enjeux de la justice. Comment créer une justice accessible? Comment créer une justice indépendante? Comment créer une justice qui protège? Qui protège. Je pense que ce sont des enjeux auxquels on est confronté dans nos pays. Ces enjeux puisent leur fondement dans l'histoire, c'est-à-dire la justice coloniale, comment l'État l'a récupérée, comment l'État indépendant l'a récupérée et qu'est-ce qu'il en a fait. Et comment aujourd'hui les dynamiques démocratiques en cours dans nos pays la requestionnent. Parce que dans un régime démocratique, il y a quand même une séparation des pouvoirs qui fait de la justice un pouvoir indépendant et non une autorité indépendante. Quand elle est une autorité, elle dépend d'un ministère. Quand elle est un pouvoir, elle est autonome au même titre que le Parlement ou que le gouvernement. Et quand elle est un pouvoir, elle a des responsabilités. Et je pense que, au-delà de la question de la séparation des pouvoirs dans un régime démocratique, se pose le problème du fonctionnement de la justice, qui aussi est un problème réel. Qui dit fonctionnement de la justice, parle d'appareil de justice.
parle de bons textes, parle de bonnes procédures, hein, et parle également de bons juges, capables de rendre la justice dans les conditions requises, dans les meilleures conditions possibles. Bon, je pense que depuis les années 90, on peut dire que les pays africains se sont engagés dans des processus de démocratisation. Mais en même temps, il y a eu et il y a des velléités de restauration autoritaire. C'est la dialectique. D'un côté, vous avez des acteurs qui considèrent que le pouvoir autoritaire est nécessaire dans la situation actuelle des pays africains. De l'autre, vous avez des forces de changement qui posent la question de la démocratie et qui la portent, qui se battent pour qu'elle existe, qui lui donnent toute son importance, qui ne la discréditent pas. Pour moi, c'est une lutte qui est engagée entre des forces sociales. Des forces sociales, moi je dirais, chez qui il y a quelque part ces nostalgies autoritaires. Ces forces sociales que la démocratie gêne parce qu'elle limite la durée du pouvoir, parce qu'elle empêche les dérives monarchistes. Et puis, de l'autre côté, il y a ces forces sociales qui sont convaincues que la démocratie est une voie de sortie pour l'Afrique et il faut la bâtir. Il faut amener le processus à son terme. Il faut banaliser la démocratie en faisant qu'elle soit un appareil politique ordinaire dans nos pays. Pas un appareil exceptionnel, pas un système importé, non. On élit nos dirigeants non pas parce qu'on nous l'impose, on élit nos dirigeants parce que nous pensons que l'élection des dirigeants est une bonne chose. On a des parlements pas parce que c'est un instrument importé, on a des parlements parce qu'on considère que le peuple doit être représenté dans les organes qui font la loi, parce que ça exprime la volonté générale, etc. Mais ça, on revient au même sujet. C'est un processus qui est fait de haut et de bas. Moi, je pense que l'Afrique doit s'engager résolument dans des processus démocratiques. Je fais partie des gens qui pensent cela. Par exemple, nous, on pense que il y a un certain nombre de choses qu'on a découvert que je peux peut-être évoquer. La prévalence de la culture d'investiture. Vous allez voir que quand vous allez dans les villages, quand vous allez dans les partis, personne ne se propose de diriger. Il faut que ce soit d'autres qui le proposent. Quand la personne est là, elle va dire toujours, ils sont venus me voir, ils m'ont demandé de déposer ma candidature. C'est pas lui qui dit, moi je veux diriger, choisissez-moi. Il va dire que lui, le pouvoir ne l'intéresse pas. Mais on est venu le prier de déposer sa candidature. Pour nous, c'est une culture d'investiture qu'on a en matière politique. Faut pas s'attendre à ce que un candidat décide de se présenter. Ce qui prévaut, c'est qu'on l'a toujours obligé à se présenter.
on l'a toujours porté. Ça, c'est une dynamique qu'on observe. Moi, j'ai aussi observé que, bon, ça, ce sont mes observations. Vous leur donnerez le sens que vous voudrez. C'est l'absence de culture de compromis. Ou ce que j'appelle, c'est Agnikai. C'est la culture de la lutte traditionnelle. Dans la culture de la lutte traditionnelle, vous verrez qu'il y a toujours un gagnant et un perdant. Baram cité. Et que, on a l'impression que ce qui nous concerne, on a toujours cet état d'esprit en matière de conflit. Quand un conflit, personne ne cède. Il faut un gagnant et un perdant. Et au besoin, il faut humilier celui qui a perdu. Et les spectateurs qui regardent ne sont jamais des arbitres. C'est des spectateurs. Quand deux hommes politiques sont en conflit, on chanterait leurs mérites respectifs, leur ingéniosité politique respective. Leurs conflits peuvent être des conflits à mort. Mais à aucun moment les spectateurs ou les observateurs ne viendraient les amener à des pratiques de compromis. À ce que, par exemple, il y ait une issue de conflit qui ne soit pas une issue à somme nulle, et qui soit une issue à somme nulle. Il faut toujours une issue où un gagne et un perd. C'est ça notre culture ici. Et vous allez le voir dans les bagarres entre deux individus. Vous allez le voir dans les bagarres entre deux partis. Il y a toujours cette idée que il n'y a pas de compromis. L'issue d'un conflit sert nécessairement l'un au détriment de l'autre. Je pense que c'est un trait qu'on a observé dans les recherches que nous faisons. Il y a aussi la question de confiance. Nous sommes mus par la culture du soupçon. On se soupçonne toujours, on ne se fait pas confiance. Dès que vous venez dans un endroit, on ne se prend jamais au premier degré. L'autre cache toujours quelque chose. Et donc, on l'aborde par le soupçon. Le soupçon semble structurel. Ça semble naturel de soupçonner. Quand vous dirigez une institution, c'est que vous êtes en train de carotter ses sous. Il y a toujours cette idée de soupçon. Bon, c'est quelques idées que je vous donne comme ça, qu'on découvre au fur et à mesure qu'on fait de la recherche, qu'on documente, au fur et à mesure qu'on découvre des choses. Et sinon, sur notre continent, il y a beaucoup de choses que l'on sait. Je veux dire, en matière sur la nature de l'État, sur les dynamiques démocratiques, sur le fonctionnement des services publics. Il y a quand même, disons, des découvertes, il y a des dynamiques qu'on a découvertes. Quand vous évoquez par exemple la question de l'impôt, pour nous, l'une des questions qui se pose, c'est comment passe-t-on d'un impôt qui finance l'autorité à un impôt qui finance la collectivité. C'est ça le sujet fondamental qui implique la dynamique démocratique. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on arrive à poser comme cela de façon précise et qui nous permettent d'explorer la réalité. Mais il est clair que dans nos pays, même si aujourd'hui on peut se prévaloir de beaucoup de recherches, il reste malgré tout beaucoup de choses à découvrir. Nos sciences sociales étant jeunes, souvent balbutiantes, d'autres diraient gélatineuses, mais elles sont appelées à se développer, comme tout le reste d'ailleurs. Les jeunes chercheurs, les jeunes entrepreneurs, une mentalité qui me frappe chez les jeunes, c'est de penser qu'ils ne peuvent pas réussir sans des interventions. Moi, je suis toujours frappé de voir un jeune
venir demander une faveur exorbitante. Ça me surprend toujours. Je pense que la jeunesse a beaucoup de potentiel. Les jeunes chercheurs, moi je ne peux que vous inviter à travailler. Il faut faire la recherche, c'est d'abord le travail par la lecture, le travail par la conquête de la connaissance, le travail par l'écriture. Évidemment, ce sont des mondes dans lesquels on ne peut pas se développer seul. On évolue dans des équipes, on évolue sous la houlette d'un aîné. On crée les conditions de son développement avec les autres. Et je pense que c'est la même chose pour les jeunes entrepreneurs privés. Ici au Niger, je connais beaucoup de jeunes entrepreneurs privés qui sont épatants, qui ont monté leurs affaires, qui gagnent de l'argent par leurs propres efforts. Et c'est clair que ça va marcher pour eux. Ils vont se développer. Parce que le potentiel existe. Et ils l'ont compris. Et donc, même chez eux, il faut croire en vos capacités. Il faut croire en vos capacités. Il faut mettre vos standards de qualité haut. Il faut mettre vos standards de qualité haut. Il faut créer des conditions pour que vos prestations soient partout les meilleures. Pas de seconde zone. Il faut être ambitieux. Pas cette ambition vide qui opère à vide. Non, il faut être ambitieux pour soi-même. Et je pense que l'espoir est permis. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a des possibilités. Et pour les jeunes, et pour les entrepreneurs privés. Je suis persuadé que quand ils s'arment de courage, d'effort, il n'y a pas de raison que les choses ne fonctionnent pas. Et votre vision de l'Afrique de demain aussi? Une vision pour l'Afrique est nécessairement une vision pour l'Afrique, en tout cas pour ceux qui me concernent, est nécessairement une vision optimiste. C'est en tout cas dans ce sens que je conduis tout ce que je fais. Je veux dire, quand nous avons créé un laboratoire de recherche, ici même, que nous l'avons développé, c'est parce que nous croyons en notre pays. Et nous pensons que nous pouvons développer des choses chez nous. Toutes les actions qu'on mène sont inscrites dans ces ambitions-là. Et je pense que l'Afrique bouge. L'Afrique bouge. Et je pense que c'est un continent qui a de l'avenir, avec qui, nécessairement, le monde devra compter désormais. C'est vrai par sa démographie. C'est vrai par la quête de compétences, l'ambition des jeunes et de ses gouvernants, de beaucoup de ses gouvernants. Non, c'est une vision nécessairement optimiste. En tout cas, mon action, c'est ça que j'ai fait, c'est ça que j'ai essayé de faire. Et c'est pour ça qu'on se bat ici. C'est pour ça que nous essayons de nous battre ici même dans notre pays pour que les choses changent, pour que nos pays soient prêts face au rendez-vous de l'histoire qui l'attend. Le choix actuel est celui de la formation des jeunes. En tout cas, c'est dans ça que j'ai inscrit ma vie depuis une quinzaine d'années.